Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Retour en images, en analyse sur le match nul du Barça hier. Et puis après on fera la FAQ aussi en deuxième partie de vidéo. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence tout de suite cette analyse avec un petit problème qu'on a actuellement assez récurrent de toute façon. Mais disons que Frenchy a toujours fait ça, mais c'est pas vraiment un problème quand tu joues avec deux latéraux assez offensifs. Mais quand tu joues avec une défense à 3, c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir comme je l'ai déjà dit, surtout que quand on a un double pivot avec Christensen avec ballon a un petit peu de mal à développer le jeu, à se rendre disponible et à jouer vers l'avant, en tout cas à bien orienter son corps, mais ça on verra ça tout à l'heure. Et bien on a un Frenkie de Jong qui descend comme quatrième défenseur, comme deuxième défenseur central. La saison dernière, il le faisait surtout sur ce côté gauche et Baldé prenait le couloir. Donc là, cette fois-ci, on a Cancelo qui prend le couloir. Et sur le côté gauche, on a Inigo Martinez parce que Inigo Martinez, évidemment, est gaucher. Donc forcément, il est quand même plus à l'aise, on va dire, dans cette zone-là. Donc on a Ronald et Frenkie en défense centrale. Et on a Koundé qui est pas forcément très haut non plus, tu vois. Donc on n'a pas une défense à 3, là on a une défense à 4, tu vois, en soi. Et ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien parce que le pressing du Napoli, il est pas spécialement excellent, tu vois, ils sont pas hyper hauts. On voit quand même qu'il y a une grande partie des joueurs qui sont assez bas sur le terrain, peut-être 2-3 joueurs offensifs qui viennent presser, mais ça sert à rien d'être 400 derrière et de descendre absolument pour faire le jeu. Frenchy descend toujours trop bas en fait. Je n'arrive pas vraiment à saisir ce truc là. On a Christensen qui vient apporter au milieu. Christensen, il est seul au milieu des 3 milieux de terrain concrètement de toute façon. Et à quoi ça sert de jouer avec, on va dire, donc si Koundé, on va dire qu'il est latéral, donc il est un petit peu plus haut, il est quand même plus bas que Cancelo évidemment toujours, mais Koundé qui est un petit peu dans le couloir, donc Kvara qui reste là pour couvrir l'axe et sortir sur Koundé si Koundé a le ballon. Et là on a donc Inigo Martinez, Frenkie de Jong et Ronald. Mais en soi ça sert pas, pour moi ça sert pas à grand chose quoi. Ça sert pas à grand chose que Frenkie soit là parce que concrètement ils défendent en 4-5-1 on va dire, tu vois. S'ils défendent pas vraiment avec deux attaquants, enfin en tout cas pas sur cette séquence. Donc il y a des séquences où à la limite quand Frenkie redescend c'est valable on va dire, c'est compréhensible, c'est logique. Sur cette séquence là ça ne l'est pas, il y a que Osimhen qui est en pointe pour presser, ça sert à rien d'avoir 3 joueurs derrière. À quoi ça sert? Là si Ronald a le ballon et Inigo est à côté de lui et Frenkie est un peu plus haut, on a Koundé à la limite, même si tu mets Koundé un petit peu plus bas, Ronald plus axial et Inigo ici, on a un double pivot Frenkie Christensen ici qui pourrait attirer des joueurs, qui pourrait libérer aussi des espaces pour d'autres. Là ils ont une ligne, ils mettent, regardez le nombre de joueurs qu'il y a sur cette ligne là, et nous sur cette ligne il y a Christensen. À quoi ça sert? J'essaie de le comprendre depuis quelques matchs, mais j'ai du mal à le comprendre quand même, j'ai du mal. J'espère que Xavi le voit et va dire à Frenkie d'arrêter de faire ça parce que ça n'a aucun sens. En première mi-temps on avait... on a vu un bon Barça dans les 30 premières minutes, surtout une grosse domination, une équipe de Naples qui a eu quand même beaucoup de mal à défendre sur le Barça, qui était assez mauvaise en termes de pressing. Nous on avait des facilités à la construction, même si on n'a rien fait de fou en soi, mais on arrivait à se rendre les choses faciles, ou en tout cas Naples rendait les choses faciles peut-être. Donc là sur ce plan là on a d'ailleurs Frenkie qui est carrément en pointe, donc un coup il est en défense, un coup il est en attaque. Je sais pas, à son poste c'est pas possible. Donc on a Pedri qui dit à Inigo Martinez de calmer un petit peu. Inigo Martinez, j'aime beaucoup moi Inigo. Le seul problème qu'a Inigo c'est qu'il cherche toujours à jouer long, mais vraiment toujours uniquement à jouer long. Il cherche que les solutions longues on va dire, et ensuite... Donc c'est ça qu'il faut faire, on est d'accord, Guardiola l'a déjà dit, Cruyff ce qu'il nous disait c'est d'abord de regarder loin vers Romario, il me semble que c'était Romario, bref, vers l'attaquant, et ensuite de voir tu vois, si c'est possible ou pas. Mais le problème c'est qu'Inigo Martinez, on a l'impression qu'il sait vraiment que jouer long, qu'il a envie que de balancer à chaque fois des longs ballons, des transversales pour la mine, des longs ballons vers l'attaque. Des fois ça sert à rien de s'exciter, tu vois. Calme-toi frérot. Donc on a Inigo qui monte, on a un petit peu le schéma, souvent ce que faisait Lewandowski, c'est redescendre un petit peu, chercher le ballon pour libérer un petit peu Pedri, ou en tout cas si Pedri était marqué dans le demi-espace gauche, Lewandowski se rendait libre pour ensuite être touché et remettre le ballon sur Pedri. Ça marchait plutôt pas mal, on va le voir juste après. Donc là la possibilité de faire la passe, Inigo n'a pas trouvé. À mon avis il regardait trop loin et il n'a pas vu Lewandowski venir, donc au bout d'un moment Lewandowski bon il s'arrête, il va pas lui grimper sur le dos. Inigo Martinez qui dit il a pas de solution, alors qu'en vrai il a des solutions. Il a Cancelo qui est complètement seul dans le couloir.
à la limite, il peut faire une transversale sur la mine, puisque Gundogan a tiré le latéral pour libérer la mine. Christensen est seul là dans l'axe. Bref, il a quand même des solutions. C'est pas la peine d'ouvrir les bras comme ça, frérot. Donc il sert Cancelo sur le côté. Cancelo, on va jouer derrière. Hein. Il va chercher Pedri. Pedri qui va faire sortir à nouveau un petit peu cette défense de Naples. Il va gagner un petit peu plus d'espace. Donc on ressort sur Inigo, rebelote, on remonte avec le ballon. Et cette fois-ci, on retente l'expérience. Lewandowski qui redemande la balle à nouveau dans le dos de cette ligne de pression là, de milieu. On a Pedri qui est bien bloqué par Zambondissa, par l'ailier. On a Lobotka aussi qui est là pour fermer un petit peu cet axe là et fermer potentiellement la passe pour Pedri. Donc Lewandowski se rend disponible. Il fait son appel, il se démarque du défenseur. Et là, on a Pedri qui a tout vu donc, qui s'écarte de cette ligne de pressing. Lewandowski qui va aller chercher en une touche Pedrito qui est face au jeu. Jeu de position en fait, tout simplement. Hein. Pedrito face au jeu. On a l'équipe, le pressing de Naples qui est plus ou moins inexistant, qui est cassé en 2 secondes. Lewandowski qui essaie d'accélérer. Le défenseur qui avait été aspiré par l'appel de Lewandowski tout simplement. Donc maintenant il est en retard. On a le latéral qui n'a pas envie de couvrir Lewandowski parce que il y a Pedri qui avance avec le ballon. Et on a le deuxième central qui est assez loin parce que on a quand même Gundogan qui vient ici, donc qui est marqué un petit peu par les deux défenseurs. Donc on a une défense un petit peu dépassée. Pedri qui fait une passe peut-être un peu trop longue pour Lewandowski, mais Lewandowski qui est quand même bien accroché par le maillot. Il n'y aura pas faute parce que tu peux accrocher le maillot, c'est pas un problème. Mais voilà un petit peu le plan, voilà un petit peu la force de ce Barça là hier en première mi-temps. C'était ce côté gauche, ce côté Cancelo, Inigo Martinez, Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski qui dézone souvent sur la gauche. On a vraiment un côté gauche comme ça qui arrivait plutôt bien à se trouver, et en deuxième mi-temps qui a eu quand même un petit peu plus de mal à se trouver, ce qui a fait qu'on a été un peu moins dominateur dans le jeu. On va passer au sujet qui fâche, à Christensen. Christensen que j'aime beaucoup, mais Christensen qui a l'air un petit peu perdu au milieu. Alors c'est une action, ça ne représente pas forcément tout le match de Christensen, mais ça représente un peu aussi ses faiblesses en fait, tout simplement, parce que c'est une action prise dans le match, mais il y en a eu plusieurs dans le match. Je vais pas prendre toutes les actions juste pour tomber sur Christensen, ça n'a pas de sens, mais cette séquence là c'est juste pour montrer vraiment les difficultés de Christensen au milieu avec ballon. Comme je l'ai précisé, j'essaie d'être le plus clair possible et le plus précis, même si, bon, voilà, on essaie de sortir un petit peu mes phrases de son contexte des fois et de couper un peu les phrases. Mais la phrase est que Christensen est bon sans ballon, comme je l'ai dit, défensivement, il apporte quelque chose à ce milieu, mais avec ballon, il n'apporte rien. Il n'apporte pas plus que Romeu, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief d'hier, et je le répète, avec ballon, Christensen n'apporte pas plus que Romeu, parce que quand il fait les contrôles, il est tout aussi lent que Romeu. Dans sa lecture de jeu, il est meilleur que Romeu, mais il fait très rarement des passes vers l'avant. Je pense que Romeu fait limite plus de passes vers l'avant que Christensen. Voilà. Donc en fait, en quoi c'est choquant? Ça veut pas dire que Romeu est meilleur que Christensen. C'est juste que avec ballon, au milieu de terrain, Christensen a beaucoup de mal à faire progresser le jeu. Ça, il suffit juste de regarder les matchs en fait. Donc Inigo Martinez qui va servir Christensen, qui a beaucoup d'espace, hein, qui est vraiment seul au milieu. La consigne, on va dire, de Naples, c'était principalement de marquer, je pense, hein, Frenkie de Jong, Pedri, des mecs comme ça, des mecs comme Gundogan, même s'ils ont eu un peu de mal à marquer le Gundogan. Mais Christensen, il est toujours un petit peu libre parce qu'on sait que c'est lui peut-être le moins dangereux. C'est lui qui va avoir le plus de mal à se mettre face au jeu, tout ça. Donc là, Christensen reçoit le ballon d'Inigo Martinez, surtout que le ballon est sur le pied gauche de Christensen, donc il n'est pas forcément très proche des milieux de Naples qui viennent presser, il est quand même un peu en retrait, donc ça laisse un petit peu plus le temps à Christensen de protéger la balle, de faire quelque chose. Et là, on va voir Christensen qui essaie de contrôler la balle. Là, le problème, en fait, avant tout, c'est le scan, en fait, de Christensen. On voit qu'il a vu Lobotka, mais il n'a pas vu le 24, là, par exemple. Il sait pas ce qu'il y a derrière lui. Donc, Christensen, il a scanné pour un milieu comme ça. Ce qui est toujours important, c'est de scanner vraiment énormément de fois. On le voit avec Frenkie, on le voit avec Pedri, on le voit avec Gavi, on le voit avec Gundogan, avec beaucoup de milieux. Il scanne vraiment un nombre de fois incalculable. Et surtout, il scanne vraiment dans toutes les directions. Là, Christensen, il scanne Lobotka, il voit qu'il est loin et c'est tout. Il scanne une fois. Normalement, tu scannes une première fois et après, une fois que la passe elle part, tu scannes une deuxième fois. Là, Christensen ne scanne pas. Il est concentré sur le ballon pour essayer de peut-être réussir le meilleur contrôle possible ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne scanne pas. Il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui vient dans son dos. La dernière fois qu'il a scanné, Lobotka, il était ici. Là, maintenant, il a gagné 2 mètres, tu vois. Donc, Christensen va essayer de contrôler, de se retourner. Mais quand il s'oriente pour se tourner, son contrôle, déjà, bon, est mauvais. Mais en plus de ça, il est fermé. Il est bloqué par deux milieux, quoi. On a Gundogan qui se précipite pour venir aider Christensen, c'est un peu tard, surtout le contrôle est mauvais.
Donc après, perte de balle. Et on a quand même Christensen qui fait l'effort, va presser, va aller jusqu'au défenseur, faire une faute, carrément le coucher par terre. Voilà, c'est pas plus mal. Il a perdu le ballon, mais il empêche Naples de construire quelque chose. Mais voilà, on voit nos difficultés avec le ballon au milieu. Christensen apporte défensivement, comme je l'ai dit, mais avec le ballon, c'est compliqué. Petite séquence de construction pour montrer un petit peu aussi, encore une fois, Christensen et Araujo. Je trouve Araujo assez intéressant en première mi-temps, surtout dans ses passes. Après, plus on approchait la fin du match, plus Araujo faisait des passes puissantes. À la fin, ça se transformait en tir, frère, d'Adriano dans PES 6, le truc. C'est trop, frérot. Fais des passes tranquille. Le mec, on dirait qu'il va te péter la cheville tellement qu'il t'envoie une passe. Heureusement que le ballon était un peu mou, quoi. Donc, on a Cancelo qui joue sur Pedri au milieu, qui est complètement seul. Pressing de Naples, qui est catastrophique, hein. Concrètement, on a Zambrotta qui reste sur Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a pris la place de Cancelo, donc qui ouvre cet axe-là. Cancelo qui a juste à trouver à Pedri dans l'axe, il est tranquille. Donc Lobotka qui sort sur Pedri. Gundogan est complètement seul. On a le 24 qui va sortir sur Gundogan pour bloquer la potentielle passe. Avec un Lewandowski qui se démarque totalement. C'était n'importe quoi. Franchement, c'est pour ça que j'ai été assez déçu du match d'hier, du résultat, parce qu'il y avait vraiment la place de battre cette équipe de Naples qui est tellement désorganisée. C'est pire que le Barça encore. Mais nous, on est tellement pas tueurs devant que c'est compliqué. Donc un Lewandowski qui prend la profondeur, qui fait l'appel. On a Lamine qui attire le latéral. Le latéral qui est bloqué entre Lamine et Lewandowski, c'est pas trop. Le défenseur central qui va pour sortir sur Gundogan, alors qu'on a le 24 qui va aussi dessus. Dans le dos du 5, du coup, du défenseur, Lewandowski va pour partir seul. Enfin bref, c'est assez mauvais. On a donc Pedri qui va servir Christensen qui se retrouve seul. Et Christensen, là, encore une fois, pas de scan, rien. Là, il n'y a aucun scan. Là, il y a un scan ici. Donc il fait un premier scan, il voit qu'il n'y a personne ici, dans cette zone. Et quand il va recevoir la passe, après, bon, il n'y a plus aucun scan. Donc il voit pas que Kvara est dans son dos. Peut-être qu'il le sent quand même. Mais jeu vers l'arrière. Alors qu'en vrai, là, il y a la place de faire le contrôle, d'essayer de faire le contrôle qu'il a fait tout à l'heure. Là, s'il fait son contrôle, qu'il est face au jeu, Lewandowski, il est complètement seul dans l'axe. Soit Lewandowski, si Christensen sort vers l'avant, il part comme une balle en profondeur. Là, il y a la place. Hein. Il y a vraiment un boulevard pour faire la passe. Tranquille. Donc s'il fait son appel et que le latéral, il resserre totalement sur Lewandowski, eh ben tu sers Lamine Yamal tranquillement qui est complètement seul, tu vois. Et là c'est la passe de sécurité vers l'arrière, tu vois. Et après ensuite il regarde derrière lui, c'est compliqué. Donc après on a Ronald quand même, Gundogan qui va se démarquer et Ronald il a vu la défense de Naples, hein, encore une fois le milieu qui se fait casser en une passe comme ça, c'est assez facile. Gundogan qui se retrouve seul un petit peu face au jeu, qui a tout le temps de jouer. Le défenseur encore qui sort, ils avaient beaucoup de mal Naples. Hein. Franchement il y avait la place de fou, quoi. Quand on voit ça, on voit Gundogan qui vient se démarquer, qui vient attirer le défenseur central sur lui, et Lewandowski qui est seul face au... Il a un défenseur central sur lui, Lewandowski. Pedri, s'il monte, il a le latéral sur lui, avec Frenkie qui peut monter aussi, et Cancelo même qui peut prendre l'aile. Logiquement, et Lamine qui a le latéral sur lui. On est vraiment en égalité numérique ou en supériorité, j'en sais rien, mais quand on arrivait à passer derrière le milieu, c'était porte ouverte, en première mi-temps principalement. Donc là on va voir la défense de Naples, hein, comme je l'ai dit, qui était assez mauvaise. Un Gundogan qui arrivait vachement à se démarquer en première mi-temps, qui était un petit peu partout. On arrivait vraiment à se procurer, à se trouver en fait, à trouver Gundogan et Pedri assez facilement. Un Pedri et un Gundogan qui apportaient, qui faisait beaucoup de mouvements, qui demandait beaucoup le ballon, qui bougeait vachement entre lignes, qui se rendaient disponibles, et on a pu les trouver beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça aussi que le Barça a dominé et s'est procuré quand même pas mal d'occasions. C'est parce qu'on avait des milieux quand même qui se rendaient vachement disponibles, et que Naples en plus de ça défendait assez mal. Le problème c'est, comme d'hab, c'est qu'on n'a pas réussi à concrétiser notre supériorité. Donc là Gundogan qui s'écarte de la défense, qui est pas suivi du tout, il est complètement seul et personne ne suit Gundogan. Donc Frenkie sert Gundogan tranquillement, il a tout son temps. Il n'est pas attaqué. C'était mais tellement... ça paraît tellement facile comme ça que tu te dis mais comment on a fait pour pas gagner ce match, quoi. Mais bon, je me pose plus trop ce genre de questions maintenant. Donc Gundogan qui finit par frapper quand même, faire une belle frappe, qui est arrêtée par le gardien. La frappe est peut-être pas assez, si elle part en lucarne forcément il y a but, mais bon elle est quand même belle, le gardien fait un arrêt, bon c'est dommage. Comme vous le savez, le Barça a toujours des problèmes défensifs et des problèmes de pressing cette saison. On fait vraiment un pressing vraiment pas fou, assez désorganisé, les équipes arrivent à nous percer quand même assez facilement. Là on voit le défenseur qui, je sais pas ce que fait Frenkie, il fait un signe, je sais pas trop, peut-être il essaie de faire un
petit pouvoir magique. Peut-être qu'il dit à Lewandowski de venir marquer Zambo-Anguissa. Mais là concrètement, Frenkie doit sortir sur lui. Et Pedri, il est sur le latéral, sur Di Lorenzo. Il va pas sortir là sur ce joueur-là, sur le défenseur central. Sinon, lui, il va se retrouver seul. Donc il essaie un peu de reculer, de couvrir, de machin, mais personne n'attaque le défenseur. Il arrive à faire la passe à Di Lorenzo. Donc Pedri non plus, il aurait peut-être dû plus fermer cette passe-là, mais d'un autre côté, s'il sort un petit peu plus, il ouvre complètement l'axe. Donc c'est vraiment, on a un pressing vraiment pas très organisé, pas très ordonné. Quand tu vois d'autres équipes en Europe, si vous voyez quelques séquences de Porto Arsenal, j'ai vu les séquences défensives de Porto contre Arsenal, c'est monumental le pressing de Porto. Arsenal pouvait pas bouger d'un millimètre, alors peut-être pas pendant tout le match, mais j'ai vu quelques séquences. Vraiment défensivement, c'est très solide, ça ferme tous les trous, ça met de l'intensité, ça presse en équipe, un pressing bien organisé et efficace, quoi. Nous, c'est vraiment c'est porte ouverte, quoi. Donc une fois que le latéral il passe, il arrive à passer en vitesse, donc en une passe, le gars qui part de l'aile, il rentre dans l'axe et voilà, qui passe, attaque pour Naples d'un coup. Tout notre milieu se fait briser en une passe sur un latéral, quoi, d'un défenseur central. C'est assez ridicule, mais bon, bref, on a quand même Pedri qui fait l'effort. J'ai trouvé hier, ce que je disais dans mon débrief, que j'ai trouvé que Pedri avait fait quand même beaucoup d'efforts, et je crois qu'il y en a sur Twitter hier qui disaient, il y en a qui pensent que Pedri a fait un mauvais match hier, j'ai pas trop suivi. Il y en a qui pensent aussi que Frenkie a fait un mauvais match. Il y en a qui disent même que Ronald a fait un mauvais match. Enfin bref, il y a des trucs que j'arrive pas trop à saisir. Je pense que les gens sont tellement frustrés qu'ils en disent pas mal de conneries après les matchs. Je sais pas trop, on a plus cette lucidité, je crois, chez certains. Après, ça peut arriver à tout le monde, hein. Donc on a quand même Pedri tout le monde dit à chaque fois Pedri il est fatigué, Pedri il est fatigué à la fin de match. Oui, Pedri il est fatigué. Déjà Pedri, le problème qu'il a, c'est qu'il peut pas faire des saisons complètes. Il est tout le temps en train de se blesser, et puis après il revient de blessure, puis après il se reblesse, puis après il revient de blessure. Donc c'est pas évident pour avoir une certaine forme physique déjà de base, ça n'aide pas, c'est une évidence. Et ensuite quand tu fais des allers-retours, des retours défensifs comme celui-là, où tu parcours tout le terrain en cavalant et à la fin tu finis avec ce tac-là, cette récupération décisive, et bien évidemment que c'est compliqué après de cavaler pendant tout le match et de cavaler sur tout le terrain. Tout le monde n'est pas Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a un physique hors norme, on va dire, une endurance vraiment folle. Il peut te permettre de courir des kilomètres et des kilomètres pendant 90 minutes et de le répéter à tous les matchs. C'est comme ça, c'est Frenkie de Jong, il a un physique phénoménal. C'est sa force principale. Et Pedri, sa force principale n'est pas son physique, c'est pas un joueur physique. Pedri, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur très technique et élégant sur le terrain, évidemment. Frenkie aussi est élégant, bref, on s'en fout. Donc voilà, de faire les efforts comme ça à Pedri en jouant ailier, en phase défensive évidemment, eh ben ça oblige les retours défensifs de Pedri, et il a récupéré, il a contré énormément de centres hier. Les centres qui nous sont assez fatals en ce moment aussi, hein. On prend énormément de buts quand ça vient des côtés, et Pedri a su combler un petit peu cette lacune de cette équipe en défendant pas mal sur le côté. Donc évidemment quand tu fais des retours défensifs de 50-60 mètres, eh bien oui, forcément autour de l'heure de jeu, Pedri est un peu fatigué, c'est normal. On finit avec cette masterclass défensive. C'est pas le but de Naples, mais c'est encore un exemple. Et évidemment quand je dis masterclass défensive, c'est du sarcasme. Donc on a Naples qui construit tranquillement, on a le Barça qui est un peu désorganisé. Bref, on va dire qu'on défend en 4-4-2, on a la ligne de 4, les deux lignes de 4, on va dire ça comme ça. Donc Naples qui fait tourner, là on a Cancelo qui suit l'ailier et Pedri qui suit le latéral qui monte. Donc jusque là on est bon. On a Frenkie qui vient fermer l'axe, qui vient bloquer le 81 là, pas qui rentre là, qui arrive dans l'axe. Donc on a le Napolitain qui joue en retrait, voilà, ça joue sur le 8. Et puis après, là, ça vient presser. On a Gundogan qui dit au gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir le presser, les gars, quand même? C'est pas Gundogan qui va les presser, parce que Gundogan, s'il va presser, l'autre, il va faire la passe à Lobotka, je pense que c'est Lobotka, et du coup, il y aura personne sur Lobotka. Gundogan est dans l'axe en train de bloquer les potentielles passes. Là, il faut que l'ailier, logiquement, vienne presser. Sauf que l'ailier, c'était Pedri en phase défensive, et Pedri, il avait suivi le latéral qui avait fait sa montée. Donc Pedri, il va pas laisser le latéral complètement seul et monter, alors que Cancelo est à ce poste-là. Donc là, logiquement, Pedri a pris la place de
Cancelo défensivement et Cancelo a pris la place de Pedri offensivement. Donc c'est à Cancelo de sortir sur lui. Gundogan, il a beau hurler et montrer pendant 3 heures le gars et leur dire de monter. On a Inigo Martinez qui dit mais qu'est-ce que vous faites bande de branleurs quoi. Qu'est-ce que vous foutez en fait sur un terrain. Donc au bout d'un moment, vu qu'il n'y a personne qui va sur lui, Pedri il y va, c'est pas du tout à lui hein, et c'est dangereux aussi parce qu'il laisse le gars tout seul. Mais Pedri au bout d'un moment il voit Cancelo qui est là, bras ballants aussi, qui se dit mais bah je sais pas moi, c'est pas à moi d'y aller. Cancelo il doit se dire c'est pas à moi d'y aller, je suis latéral. Ouais mais frère, là Pedri, il est à ton poste. Donc là, Pedri, il monte, mais là, c'est trop tard. Il y a la passe pour l'attaquant qui se retrouve un petit peu seul, qui va pour tirer. Heureusement, Ronald intervient. Ça aurait pu faire but, hein, parce que Ter Stegen, en ce moment, c'est pas la forme non plus de sa vie. Donc voilà, on a vraiment une équipe qui, défensivement, et je sais pas ce qu'ils font, mais franchement, c'est... J'ai plus les mots. Donc avant de démarrer cette petite FAQ, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé. Il y a eu pas mal de questions. Je pourrais pas en prendre énormément vu qu'on fait analyse et FAQ, les amis. Mais on va essayer. On commence avec Julian qui dit Koundé a fait plutôt un bon match, non? Je trouve que oui. Koundé défensivement a été plutôt bon, même s'il y a eu des ratés forcément, mais bon ça peut arriver disons. On peut pas faire un match parfait non plus. Heureusement Ronald était à côté de lui et Ronald a sorti un très grand match défensivement parlant. Mais je pense que Koundé oui a fait plutôt un bon match hier. J'ai trouvé plutôt bon Koundé. Comparé à d'habitude, ce qu'on a vu sur les derniers matchs, moi j'avais peur de Koundé. Surtout qu'il était face à Kvara, tu vois, donc on pouvait se dire qu'il allait se faire mélanger. Ça a été le cas un petit peu par moment, il a pris quand même un petit pont ou deux, mais ça va, il a sorti plutôt un bon match, c'était pas évident, il a fait son match. Mais heureusement que les joueurs de Naples sont pas non plus dans une forme olympique, sinon ça aurait été peut-être plus compliqué. Ensuite on a Olivier qui dit oh là frérot, des séquences de jeu retrouvées, mais gros manque de réalisme, force à toi, oh là frérot. Merci pour la force. Des séquences de jeu retrouvées, ouais, on a vu des belles séquences dans le match, surtout en début, en première mi-temps, on l'a vu tout à l'heure un petit peu, on a eu quelques petites séquences, on arrive à se trouver, on a eu des facilités, on va dire, à trouver Gundogan et Pedri. Je sais pas si c'est uniquement dû à la mauvaise défense de Naples, qui était quand même assez spectatrice aussi, hein, qui avait un peu de mal, ou est-ce que c'est dû à nos joueurs qui sont rendus plus disponibles? Ça, voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas, on a vu des belles choses hier. On peut pas se mentir, même si il y a eu beaucoup de supporters qui étaient encore une fois, qui avaient les nerfs et tout, qui étaient là, match dégueulasse. J'ai du mal à comprendre vraiment certains supporters qui, avant le match, ils te disent on est bidon, on va perdre le match. Et puis après, quand les mêmes supporters, quand on fait match nul, en faisant plutôt un bon match, on aurait dû normalement gagner, mais bon, comme d'hab, on connaît le Barça. Les mecs font les étonner d'un coup et disent ouais, le Barça, c'est n'importe quoi. Mais vous le saviez, vous le disiez avant le match. Vous l'avez dit avant le match, vous avez dit on est nul, on va perdre le match. On fait match nul en faisant un bon match et vous êtes en train de dire encore ouais, le Barça est nul. Mais vous le saviez, ne faites pas les étonner. On le savait, moi je l'avais dit avant le match. On sait pas ce qui peut se passer, on est tellement... Il y a tellement ce Barça là, cette équipe elle est tellement imprévisible dans le mauvais sens du terme qu'on peut pas s'attendre à vraiment un gros match. S'ils font un gros match tant mieux, mais moi j'attends rien de spécial, on verra après. On verra après ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Final, après le match, on a vu ce qui a été bon et on a vu ce qui a été pas bon et c'est tout le temps la même chose. Donc en quoi on est étonné, les gars? On a fait match nul, ça reste un résultat, disons pas forcément négatif, c'est pas la catastrophe, tu vois. On n'a pas perdu le premier match aller, il y a un match aller, un match retour, je l'avais dit avant le match, les gars, c'est la Ligue des Champions, c'est peut-être certains joueurs de l'équipe ont cette petite pression-là de cette élimination et de pas vouloir faire n'importe quoi. On a une équipe qui a joué hier, surtout en début de match, qui s'est pas mis à jouer une fois qu'elle a encaissé tout ça. Non, ils ont fait le jeu à l'extérieur, dans un stade qui est pas évident, il y avait quand même pas mal d'ambiance à Naples. Ils ont fait le jeu, ils ont essayé et comme d'habitude ils sont pas du tout efficaces, on le sait, c'est pas nouveau, mais au moins ils ont mis l'attitude. Moi c'est ce que j'avais dit dans l'avant-match en live, juste avant le match, j'avais dit j'ai surtout envie de voir, même si on perd le match parce qu'on est moins bon, bah ça peut arriver vu ce Barça là, voilà, ça me choquerait pas, mais du moment que les joueurs montrent une attitude de professionnel sur le terrain, moi ça me va et c'est ce qu'on a vu en début de match. Et ce qui m'énerve et ce qui n'est pas absolument pas nouveau, c'est qu'en fin de match on a vu le visage aussi, le deuxième visage de ce Barça là. Ce Barça là a deux visages de toute façon. Un visage correct mais inefficace et un visage de la honte. Et ça c'est ce qu'on a vu en fin de match quand les joueurs ont arrêté de défendre, arrêté de faire les efforts. Et il y avait des joueurs qui étaient de plus en plus fatigués, mais ils avaient peut-être fait aussi beaucoup plus d'efforts que d'habitude en première mi-temps. Et physiquement on sait que cette équipe là n'a pas l'air au point concrètement. Ensuite on a Reya qui dit est-ce que tu penses que le problème de Rafinha est mental et il n'arrive vraiment à rien? Oui.
Pas uniquement, je dirais, parce que bon, voilà, il y a des joueurs qui ont du talent, des joueurs qui ont un peu moins de talent. Voilà, il y a des styles de joueurs, il y a des joueurs qui sont ailiers mais qui savent pas dribbler, mais qui sont meilleurs normalement à la passe. Après, il y en avait qui me disent ouais, mais à Leeds, ils dribblaient tout le monde. Ouais, mais c'était pas les mêmes conditions, c'était pas la même chose, c'était pas la même équipe, c'est pas la même façon de jouer. C'était plus peut-être une équipe de transition, un peu plus verticale, où lui, il pouvait faire des allers-retours. Là, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je ne sais pas, mais je pense que oui, de toute façon, Rafinha mentalement, il est pas forcément au mieux. Il a peut-être cette pression-là, je sais pas exactement, mais c'est sûr que le Rafinha de Leeds, il était quand même un peu plus impressionnant que ce Rafinha du Barça qui est, je sais pas trop comment décrire. J'ai pas envie d'être méchant non plus, tu vois. Ça sert à rien. Ensuite, on a Yves Rodolphe qui dit pourquoi les gens accusent Xavi alors que là, c'est les joueurs qui ratent des choses. J'ai pas trop suivi vraiment, je t'avoue, j'ai pas compris. J'ai vu des critiques, ouais, après, encore Xavi, machin. Je sais pas trop, je t'avoue. Je pense que les critiques sur Xavi, sur le match d'hier, c'est principalement à cause des changements tardifs, j'imagine. Et moi, c'est peut-être une des seules choses que je reproche à Xavi hier, c'est d'avoir un petit peu trop tardé à faire des changements parce qu'on avait des joueurs qui étaient cramés, ça se voyait. Pourquoi ils étaient cramés, peu importe. Mais en tout cas, ils avaient l'air cramés et il valait mieux changer, mettre un petit peu de fraîcheur, tu vois. Je sais pas si ça aurait empêché le but, je sais pas si on avait fait des changements plus tôt, on aurait marqué un autre but, mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que garder les mêmes joueurs, parce que tu avais cette domination, mais avec des joueurs qui peuvent plus trop faire les efforts, c'est compliqué. Surtout que Naples, il y en a qui se disent, mais pourquoi on a aussi peu dominé, pourquoi on s'est fait un petit peu marcher dessus à la fin? C'est un peu normal. Naples, ils sont chez eux, ils sont boostés par leur public, ils perdent le match, donc il faut qu'ils reviennent au score. Donc ils ont, tu vois, c'est le football en fait, ça marche toujours comme ça. On a beau avoir une équipe qui domine largement plus que l'autre, elle va être boostée par son public et par le fait de devoir revenir au score. C'est la logique, c'est le sport, le football qui est comme ça. Maintenant, c'est au Barça d'arriver à tenir ça et de reprendre le dessus aussi. Et ça, c'est ce Barça là qui n'arrive pas à reprendre le dessus. Ils ont le dessus et après ils se font marcher dessus et ils n'arrivent pas à ressortir la tête de l'eau et repartir sur une nette domination. Ça, on n'arrive pas à repasser ce truc là. Peut-être que c'était une question de changement aussi. Après, en soi, tactiquement, Xavi, il avait fait les bonnes choses. En première mi-temps, ça marchait très bien. Après, les joueurs, voilà, comme d'hab, on a des occasions, on a les tirs, on a la domination dans le jeu, mais on n'a pas les buts. C'est comme ça. Et défensivement aussi, on offre des buts à chaque match, on le sait, donc je sais pas si c'est les consignes. Ça m'étonnerait quand même. Ensuite, on a Kousman qui dit malgré la passe décisive, Pedri franchement pas ouf, surtout sans ballon. Moi, j'ai trouvé Pedri assez bon hier. Je comprends pas trop les critiques sur Pedri. Sans ballon, il avait pas le même taf. Voilà. Tout simplement, sans ballon, il était ailier, donc il devait faire des grands, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'analyse, hein, des grandes cavalcades pour faire des retours défensifs. Et Pedri, j'ai trouvé plutôt bon, ouais, plutôt bon. Même sans ballon à la construction, j'ai trouvé plutôt bon. Il était souvent libre, souvent disponible. Et ça, si tu fais rien, tu vas pas te rendre disponible. Si tu es disponible et qu'on te trouve, c'est que tu fais bien les choses. Puis après, Pedri, c'est Pedri, hein, la passe D, c'est comme d'hab, c'est même fatigué, Pedri, c'est la magie, mais Pedri il peut pas faire grand chose. Quand ton pressing collectif il est catastrophique, et bien après tu subis ça. C'est un peu dire que Frenkie est le problème principal du Barça défensivement parce qu'il regarde passer à chaque fois à ses spectateurs, mais c'est pas uniquement ça, c'est un tout. On l'a déjà dit, le pressing collectif, défensivement, ce Barça-là est mauvais collectivement. Et donc chaque joueur en subit les conséquences, tout simplement. Et Pedri, quand tu vois sur la séquence où Cancelo sort pas sur le joueur, là, et que Pedri, il prend la place de Cancelo, et qu'après il est obligé de sortir pour... Pedri, il doit faire les efforts pour plusieurs joueurs à chaque fois. Parce que les autres le font pas. Et après, quand Pedri, il fait ces efforts-là, alors que Pedri, on le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tendance à se blesser, revenir, donc il a pas une préparation, il peut pas être au top physiquement chaque fois. Il faudrait qu'il fasse une vraie préparation physique et qu'il soit jamais blessé. Et là, on verrait peut-être un Pedri un peu plus physiquement prêt, tu vois, et dans de bonnes conditions, tu vois. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué. Et Pedri, faire les efforts, puis après on dit ah mais Pedri il est cramé. Ouais, mais Pedri c'est un des seuls aussi à faire les efforts tout le long du match, quoi, jusqu'à ce qu'il soit vraiment lavé et complet, quoi. Il y en a qui sont en forme physiquement et peut-être qu'ils font pas assez les efforts aussi. Ensuite il y a Black
Henri Yondo qui dit il n'y a pas faute sur le but d'Osimhen. Ouais, de ce que j'ai vu après, bon, il y avait peut-être une petite prise de karaté, de judo, je ne sais quel sport, je ne sais quel art martiaux. Mais bon, moi ça m'a pas choqué. Après sur le direct, ils ont mis des ralentis, tu pouvais pas vraiment voir. Ils mettaient le ralenti en plein milieu de l'action, donc tu voyais pas concrètement. J'ai vu un ralenti filmé à la télé après, un truc après le match, un peu plus tard, où Osimhen il fait aussi un geste avec son bras, on dirait qu'il envoie le joueur, tu vois, il fait vraiment une prise. Mais le problème n'est pas là vraiment. On le sait ça, ce genre de truc, on sait que ça peut arriver. Le problème c'est que t'avais l'occasion de peut-être gagner 2-0 ce match, tu vois. 2-3-0. Bon, on n'a pas eu concrètement les occasions pour gagner 3-0 facile, mais on aurait pu, défensivement Naples était vraiment pas ouf, et on aurait pu se mettre à l'abri tranquille, et gagner ce match 2-0 tranquillement quoi. Subir un peu de pression en fin de match, peut-être avec pas trop de chance, faire 2-1 tu vois, mais logiquement tu dois gagner ce match, et le problème n'est pas là en fait. Le problème n'est pas là. Ensuite, on a Riyad qui dit est-ce que tu as des regrets? Ouais, moi j'ai des regrets. C'est ce que j'ai dit hier. C'était un peu un match assez cruel parce que avant le match, tu te dis on verra ce qui va se passer et tu te dis pas ouais, si on gagne pas ce match, c'est un scandale. Même si le Barça concrètement était un peu favori, pas de beaucoup, mais on était un peu favori sur Naples. Mais quand tu vois la physionomie de ce match, en fait, c'est quand tu vois le match, quand tu vois notre domination en première mi-temps, que t'arrives pas à marquer, quand tu vois qu'on est assez facile, qu'on arrive à vraiment à pousser, à dominer, à pas écraser Naples non plus, on va pas abuser, mais on était au-dessus quoi. Et quand tu vois que malgré tout ça, tu finis avec un match nul, bah ouais, tu peux avoir des regrets. Voilà, si on avait subi tout le match et qu'on fait match nul, t'as pas de regrets, tu vois. Donc ça dépend vraiment de la physionomie du match toujours. Et là, quand tu vois le match, oui, pour moi, on peut avoir des regrets. Ouais. Mais on verra si on aura vraiment beaucoup de regrets après le match retour. Ensuite, on a BJR MHD qui dit Cancelo n'apporte plus rien, tu ne trouves pas? Je suis pas d'accord avec ça. Cancelo, y a des joueurs qui apportent comme ça, mais offensivement en gros, et pas défensivement. C'est un peu l'inverse de Christensen en 6. On a un peu des problèmes là-dedans. C'est comme Gundogan jouait pivot. Il apportait offensivement, mais défensivement n'apportait rien. Christensen, en tant que pivot, apporte défensivement, mais offensivement n'apporte rien. Et Cancelo, il apporte offensivement, parce qu'il a été très dangereux, surtout en première mi-temps. On a vraiment un côté gauche, Cancelo, Pedri, Frenkie, même Inigo Martinez, Lewandowski, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, c'est tous ces joueurs-là qui arrivaient vraiment à se trouver, et c'était costaud, tu vois. Et Cancelo qui a apporté pas mal de danger quand même par sa petite percussion, ses dribbles sur le côté et ses petits centres qui sont quand même assez dangereux, qui manquent de peu de faire une passe décisive, mais défensivement Cancelo c'est horrible quoi. Concrètement, je trouve ça très très mauvais défensivement Cancelo. C'est ça le problème quoi, complexe l'histoire. À la limite, ça aurait été mieux, tu vois, que Cancelo soit, mais c'est pas trop possible dans l'équipe actuelle, mais que Cancelo soit latéral droit et qu'à côté de lui il y ait Ronald, tu vois. Là, tu te dis, c'est moins risqué parce que défensivement, derrière, t'as Ronald qui te couvre. Comme quand Koundé se loupe, derrière, t'as Ronald. Et Ronald, généralement, c'est assurance tout risque. Là, derrière, c'est pas Ronald, quoi. Donc c'est compliqué. Dernière question de BZS qui dit bonne première mi-temps, deuxième on a reculé, mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon toi? Bon, il y a beaucoup de choses à améliorer. Là comme ça c'est difficile de citer tous les trucs, puis ça serait de toute façon facile à dire mais difficile à faire. Mais déjà t'as soulevé un bon point, et peut-être je sais pas si c'est le point le plus important, mais c'est un point quand même assez décisif, c'est-à-dire qu'en deuxième on a reculé comme tu dis. Et quand t'as ton bloc qui est assez haut en première mi-temps et tu assois ta domination vraiment sur le terrain, tu domines dans la moitié de terrain adverse, et ben t'arrives à être plus dominant, et ta Naples qui recule, tu vois, en tout cas l'adversaire qui recule, qui a un petit peu plus peur on va dire. Et quand en deuxième mi-temps tu commences toi à reculer, ça veut dire que c'est toi qui es de le dominer, tu vois. Et déjà ça c'est un point important. Il faut arrêter, parce que c'est ce qu'on voit souvent aussi dans les matchs du Barça, c'est que ils ont un bloc assez haut, une structure assez intéressante, on va dire dominatrice sur l'équipe adverse, et puis après d'un coup en deuxième mi-temps la structure elle commence à perdre de la tronche, tu vois, elle a plus trop une bonne gueule la structure, et nous on commence à reculer, et du coup l'équipe adverse eux vu qu'on recule, bah ils avancent, tu vois. Il faut qu'on joue plus haut, tu vois. Souvent c'est ça notre problème, c'est qu'on a une équipe qui recule, et on ne sait pas défendre, on ne sait pas jouer vraiment en subissant. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on ne sait pas subir, le Barça ne sait pas subir. Il faut qu'on arrive à dominer les matchs par la possession, en gardant le ballon, quoi. En gros, défendre avec le ballon, c'est aussi quelque chose que le Barça n'arrive plus à faire. Et en jouant haut sur le terrain, en gardant cette pression
constante sur l'équipe adverse. Faut pas commencer à reculer. Et puis après, il y a les problèmes physiques. L'équipe peut-être plus aussi faire les efforts de pressing et de jouer haut. Donc vu qu'ils sont un peu fatigués, ils commencent à reculer pour prendre moins de risques peut-être, exposer moins la défense, je sais pas. Et après, pour améliorer l'équipe, il faudrait déjà qu'il y ait des joueurs un petit peu plus efficaces, qu'on concrétise un peu plus nos occasions et qu'on arrête de donner des buts, quoi, déjà. Ce serait pas mal. Franchement, si on arrêtait de donner des buts à tous les matchs, ça serait beau. Si on était plus efficace, on poserait moins de questions, on aurait moins peur, on reculerait moins, on aurait... Tu vois ? Parce qu'on sait qu'on pourrait marquer sur un but ou deux, tu vois, t'as une occasion franche, tu marques. C'est pas le cas avec le Barça, donc voilà, c'est des trucs un peu évidents comme ça. Puis après, dans le jeu, il y a plein de choses à améliorer, mais il y a beaucoup de défauts à cette équipe, dans cette équipe du Barça, quoi. Dont le pressing qui est vraiment pas très efficace, quoi. Voilà, mais bon, il y a trop de défauts pour une seule vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve, je sais pas si j'aurai le temps de faire l'avant-match demain. Demain, je vais prendre l'avion, je vais aller en famille. Donc je serai pas là ce week-end, je ferai pas de débrief, je sais pas si donc j'aurai le temps de faire l'avant-match, je ferai pas de live, pas de débrief, pas d'analyse de Getafe, voilà, je reviens mercredi. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.